Bienvenue sur Tsunamia, le podcast dédié à la déferlante de l'intelligence artificielle. Et cette semaine, c'est la rentrée, donc ça a été très chargé de mon côté, donc je vais vous faire un épisode assez dense, assez compact. On va quand même essayer de discuter de toutes les actualités qu'il y a pu avoir dans les jours récents, et on va surtout discuter d'une recherche du MIT qui a fait pas mal de bruit, et qui explique que 95% des projets IA échouent dans les entreprises. Donc on va un peu regarder tout ça en détail, et creuser un peu le pourquoi du comment, et surtout comment faire pour être dans les 5% qui arrivent à avoir un maximum de bénéfices et à attirer des millions de l'intégration de l'IA dans leurs entreprises. Allez, c'est parti. Alors on va commencer cette semaine par une mise à jour très importante de la part de Google et de son modèle d'image. Ils ont sorti donc un nouveau modèle qui a été surnommé Nano Banana lors de ces tests, et ce qui est assez drôle, et ça montre un petit peu, je pense, l'un des défauts que Google a aujourd'hui, mais bon, OpenAI c'est un petit peu pareil, c'est le côté marketing et non de ces, de ces modèles, puisque au final les personnes ont vraiment retenu le côté Nano Banana qui est plutôt assez vendeur on va dire, et qui a bien fonctionné parce qu'il y a beaucoup eu de campagnes de différentes personnes qui intègrent ce modèle-là en mettant en avant du coup des bananes et en essayant de jouer un petit peu sur le côté humoristique que cet outil a. Et par contre, le vrai nom officiel de Google, c'est Gemini 2.5 Flash Image, donc forcément, c'est un peu moins parlant que le petit nom, je trouve plus sympathique, qui s'appelle Nano Banana. Et bref, qu'est-ce qu'il a d'intéressant ce modèle? Eh ben, c'est tout simplement une mise à jour d'un modèle qu'on avait déjà vu il y a à peu près, je crois, 3 mois ou 4 mois dans l'épisode du podcast, qui était disponible sur le Google AI Studio, qui s'appelait GPT Flash expérimental, et à l'époque on pouvait déjà commencer à l'utiliser. Il n'était pas aussi bon que le modèle auquel on a accès maintenant, mais voilà, c'était les prémices, et en fait ça permet tout simplement de faire de l'édition d'images avec quelque chose qui est vraiment très puissant. Et justement ils avaient fini par enlever ce modèle du Google AI Studio, donc c'était un petit peu dommage parce que là ça fait au moins je pense 3 mois qu'il était plus disponible, mais là il est de nouveau disponible sur le Google AI Studio et également sur Gemini. Et ce modèle, je vais vous montrer directement pour ceux qui suivent la vidéo YouTube un peu à quoi ça ressemble. Donc sur Gemini, vous avez juste à sélectionner en fait en bas le petit onglet images, et ça va vous permettre du coup de générer des images. Et donc vous pouvez lui dire par exemple, là je lui ai demandé de générer une photo d'un robot en train de surfer sur une immense vague, et ce qui est intéressant c'est qu'on peut lui envoyer une ou plusieurs images et lui demander de les intégrer à une image, ou de faire en fait, c'est un peu une sorte de Photoshop en fait, mais directement justement avec de l'IA. Donc c'est vraiment là qu'il est intéressant. Donc là par exemple je lui ai envoyé mon logo et je lui ai demandé de l'intégrer dans l'image, et il l'a fait. Mais si on regarde bien, c'est pas incroyable ce qu'il a pu faire. Par contre, ce que j'ai constaté, c'est que quand on le fait sur le Google AI Studio, on a des meilleurs résultats, que ce soit l'image qui a été générée ou l'intégration du logo, ça a mieux marché sur le Google AI Studio. Donc je suis toujours un peu perplexe là-dessus. Google n'est pas forcément hyper clair sur comment ces modèles sont intégrés, mais j'ai quand même constaté que souvent, quand on passe par le Google AI Studio, on a souvent des meilleurs résultats avec les modèles de Google que quand on passe directement par Gemini. Donc je sais pas exactement pourquoi, je l'avais déjà expliqué dans des épisodes précédents, mais par exemple Google AI Studio peut être capable d'analyser entièrement une vidéo YouTube là où Gemini ne veut pas le faire, ou en tout cas ne peut pas le faire, et donc j'ai vraiment l'impression qu'il y a certaines fonctionnalités un peu plus avancées, ou en tout cas qu'on a accès à un modèle peut-être un peu plus brut, mais en tout cas plus performant. Et donc de manière générale, je vous conseille vraiment, quand vous utilisez les modèles de Google, de passer par le Google AI Studio. Vous serez probablement moins déçu et vous arriverez généralement à des meilleurs résultats, et ça vous permettra de aussi avoir un peu plus d'informations sur la mémoire par exemple qui est utilisée par le modèle, pour savoir si la mémoire dépasse ou pas le contexte, parce que ça Gemini ne vous préviendra pas quand vous l'utilisez, et c'est un de ses défauts, et c'est un petit peu le même problème aussi également avec ChatGPT, c'est que quand il sature sa mémoire, il ne vous le dit pas, donc du coup c'est un peu compliqué derrière pour savoir si ce que vous avez fait de mal c'est plutôt votre prompt, ou si plutôt si le problème vient plutôt du fait que vous lui avez donné tout simplement trop de documents. Donc en tout cas, ce qui est intéressant avec ce Nano Banana, c'est qu'on peut lui donner parfois beaucoup d'images. Donc pour ceux qui regardent aussi sur YouTube, là je lui ai donné une image d'une photo de plage, une image d'un petit collier hawaïen, une image du petit robot Wall-E, une planche de surf et une vague, et je lui ai demandé de me créer une image qui rassemble le tout. Alors le premier résultat n'était pas incroyable, mais je lui ai dit après d'intégrer tout ça un peu mieux, et mis à part la planche de surf qui est à l'envers, l'image résultante, elle est quand même, je trouve, assez correcte. Et donc voilà, on a quand même quelque chose qui nous donne un résultat, je trouve, assez cohérent.
Donc si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le tester, en tout cas allez y faire un tour, il est vraiment bien. Je pense que je vous ferai peut-être un tutoriel un petit peu dédié si ça vous intéresse, parce qu'on peut aller vraiment beaucoup plus loin. Là c'était vraiment juste histoire de vous montrer rapidement ce qu'on peut faire avec le modèle, mais j'ai été capable par exemple de faire mes dernières miniatures avec ce modèle, et franchement j'ai trouvé des workflows hyper intéressants à utiliser en utilisant Nano Banana et d'autres modèles de génération de photos, mais enfin d'images, et on peut également le combiner avec des modèles de génération de vidéos. Enfin voilà, on peut faire des choses assez incroyables grâce à ce modèle, parce que sa force aussi c'est qu'il a vraiment une très bonne compréhension du contexte, et donc voilà, il peut vraiment, j'ai réussi à faire des modifications d'images extrêmement impressionnantes. Donc allez le tester si ce n'est pas encore le cas. Sinon, l'autre nouvelle qu'on a toujours du côté de Google, c'est l'arrivée de Google Translate en tant que concurrent tout simplement de Duolingo. Ils ont lancé une application qui permet tout simplement d'avoir des fonctionnalités d'apprentissage de la langue basées sur l'IA. Donc ça permet de générer des sessions d'entraînement personnalisées pour l'écoute et pour l'oral, avec une fonction aussi traduction en direct qui permet tout simplement de s'aider, de traduire avec la partie transcription de justement l'audio. Donc d'avoir du coup, si une personne parle, la version en texte, hein, un petit peu comme si on avait des sous-titres en live, et ça fonctionne sur plus de 70 langues pour cette partie-là. Donc normalement par contre, sur la partie vraiment Google Translate traduction, pour l'instant c'est juste anglais vers espagnol, et anglais vers quelques autres langues, donc voilà, c'est pas encore disponible. Par exemple, si vous voulez faire du français-espagnol, c'est pas encore disponible, mais voilà, je pense que ça va arriver très vite, et je pense que là-dessus, Google va très probablement être un très fort concurrent à Duolingo, parce que même si Duolingo, je pense que leur force, eux, c'est plutôt l'intérêt du produit, et puis le côté addictif, hein, où ils sont très bons pour réussir à entraîner leurs utilisateurs à relancer l'application tous les jours. La force de Google, hein, c'est que leur modèle d'IA, il est quand même très puissant, et voilà, je pense que là-dessus, il y a des choses intéressantes à regarder. Si ça vous intéresse aussi comme sujet, je pourrais peut-être vous faire une vidéo un peu plus dédiée, hein, pour creuser le modèle un peu plus en profondeur, parce que pour l'instant, je n'ai pas encore eu le temps de le tester. Dernière nouvelle sur Google, hein, on a NotebookLM qui a rajouté tout simplement les fonctionnalités de génération de vidéos qu'on avait vu il y a de ça 2 ou 3 semaines. Hein. Donc maintenant, NotebookLM est capable de générer des vidéos, et donc maintenant, il peut générer ces vidéos dans 80 langues, alors que quand on l'avait testé à sa sortie, il fallait un petit peu faire des prompts un peu tirés par les cheveux pour réussir à le faire parler en français. Là maintenant, vous allez pouvoir le faire parler directement en français, et surtout le faire écrire en français, parce que le problème c'est qu'avec l'ancienne version, on arrivait à avoir un texte qui était en anglais, mais on avait par contre la partie voix, enfin on arrivait à avoir la voix qui était en français, mais par contre on n'arrivait pas à l'avoir au niveau du texte, et donc là ça corrige ce problème. Et pour certains utilisateurs, mais voilà, c'est seulement les utilisateurs qui payent les licences assez chères de Gemini, hein, notamment le Gemini Ultra qui est à plus de 200$ par mois, ils ont intégré VO3 à cette fonctionnalité de NotebookLM. Donc ça veut dire que NotebookLM va vous faire une présentation type slide PowerPoint avec une voix, et il va être aussi capable d'intégrer les vidéos de VO3. Donc là, vous faire vraiment une espèce de vidéo qui mélange le tout et qui est assez impressionnante. Donc les démonstrations étaient pareil, assez impressionnantes, mais pour l'instant, je n'ai pas encore eu l'occasion de le tester, puisque je n'ai pas accès au compte qui donne cette licence. Ensuite, on va enchaîner avec Anthropic, donc l'un des gros concurrents aussi de Google et de OpenAI, qui a fait des petites avancées sur Claude. Ils ont sorti un agent en test, hein, qui tout simplement s'intègre au navigateur Chrome, qui s'appelle Claude for Chrome, et ça va vous permettre tout simplement à Chrome d'avoir une petite fenêtre latérale, hein, qui comprend tout le contexte d'une page web, et potentiellement d'effectuer des tâches pour les utilisateurs. Donc là, c'est vraiment le côté IA agentique, hein, qui est vraiment à la mode en ce moment. Par contre, hein, il faut rappeler que derrière, il y a des gros risques avec ce genre d'IA, donc même si c'est plutôt intéressant de voir que Claude avance là-dessus, on avait aussi Perplexity qui avait lancé son modèle là-dessus, et a priori, il y aurait des rumeurs aussi sur un modèle potentiellement de OpenAI qui pourrait arriver, pareil, une version de Chrome qui intègre directement ChatGPT. À faire attention quand même, parce que ces IA agentiques, hein, si vous leur donnez la main sur votre navigateur, elles peuvent faire énormément de choses, et elles peuvent être aussi la proie de techniques comme l'injection de prompts, qui peuvent être tout simplement des techniques où on va cacher des instructions pour l'IA
dans une page web, et où là du coup l'IA ça peut la faire potentiellement complètement dérailler, ça peut la faire envoyer des infos, voilà, bon, il y a plein de vecteurs d'attaque qui peuvent être possibles, donc pour l'instant gardez en tête que tout ça c'est encore du test et que c'est pas encore des choses qui sont complètement fiables. Ensuite on a une chose intéressante chez Anthropic aussi, c'est l'utilisation des données d'utilisateurs pour l'entraînement. Donc ils ont changé leur politique de confidentialité, donc si vous avez des comptes avec Claude, hein, que ce soit le compte gratuit Pro ou Max, maintenant par défaut ils vont utiliser les données que vous échangez avec l'IA pour entraîner leur modèle, sauf si vous explicitez clairement que vous voulez vous désinscrire, et ça il faut le faire avant le 28 septembre, donc n'oubliez pas de le faire si vous ne voulez pas que vos données soient utilisées pour entraîner le modèle, hein. Désactivez la petite case, hein, parce que voilà, ils ont changé forcément leur politique, eux ça leur permet d'améliorer leur modèle, hein, donc faites attention à cette partie-là. On enchaîne avec la prochaine actualité qui concerne les centres d'appel d'urgence. On a une startup qui s'appelle Aurelian qui a développé un assistant vocal qui permet de trier les appels pour le 911, hein, donc l'équivalent du 112 en Europe, sauf que là c'est aux États-Unis, et donc cette startup elle a développé cette technologie qui permet de faire en fait un tri assez intelligent avec l'aide d'une intelligence artificielle, et ça ils l'ont mis en place pour combler à la pénurie qu'il y a dans les centres d'appel, puisqu'ils ont une pénurie de personnel, donc ça leur permet de faire un premier tri avant d'envoyer des infos à l'opérateur. Donc voilà une utilisation plutôt intéressante de l'IA. La prochaine actualité concerne une faille de sécurité liée à Salesforce. En fait, cette faille, elle a permis notamment de récupérer des informations sur des comptes email Google Workspace qui ont été compromis grâce à cette faille de sécurité, hein, qui est liée à un chatbot IA dans les logiciels de Salesforce. Google a recommandé du coup à tous ses clients de l'outil Sales Loft Drift de considérer tous leurs jetons d'authentification comme potentiellement compromis. Donc voilà, ça montre aussi à quel point il peut y avoir aussi des risques avec les chatbots, hein, et qui peuvent tout simplement permettre des nouvelles failles de sécurité. Donc des failles de sécurité, il y en a toujours eu, mais avec l'intelligence artificielle, il y a aussi des nouvelles méthodes qui permettent justement d'exploiter ces failles de sécurité. Donc voilà, c'est pour ça aussi que quand je vous parlais juste avant de l'intégration d'un navigateur avec Claude, voilà, toujours à faire attention, hein, et à garder en tête que pour l'instant on est encore sur des phases de test, des phases de bêta, et qu'il y a un véritable risque derrière tout ça. Ensuite, on a une nouvelle intéressante du côté de Nvidia. Le fabricant de puces a révélé que 2 clients non identifiés ont représenté 39% de ses revenus records au deuxième trimestre. On a un client qui a compté pour 23% et un autre pour 16%. Et ça montre, hein, à quel point Nvidia dépend quand même d'un tout petit nombre de très très gros clients. Donc probablement lié à de grands fournisseurs de cloud. Donc on n'a pas le nom exact de ce client, mais je pense qu'avec ce genre de quantité, ça peut peut-être être, je sais pas moi, un fournisseur de cloud comme Amazon, AWS, peut-être Microsoft. À cette envergure, hein, ça va être des très très gros clients qui vont pouvoir faire ce genre d'achat. Mais ça montre, hein, que derrière, Nvidia, ils n'ont pas forcément une très très grande quantité de clients qui représentent en fait la grande partie de leurs bénéfices. Ensuite, on a Meta qui est en pleine réorganisation. Donc on a l'effort de Mark Zuckerberg pour dominer l'IA, hein, qui entraîne une réorganisation majeure et des tensions en interne. Il y avait eu de nouvelles recrues qui étaient arrivées, hein, qui avaient été recrutées d'ailleurs à des prix, des tarifs incroyables, hein, des packages qui dépassaient les 100 millions de dollars. Et donc on a notamment des ex-employés de OpenAI qui ont été recrutés, et forcément quand ils arrivent, ils essaient de prendre le pouvoir, hein, tandis que les vétérans qui étaient déjà là, ils sont un peu mis sur la touche, et donc forcément ça crée un petit peu de la tension, on va dire, au sein de l'entreprise. Et il y a eu plusieurs départs du coup qui ont du coup aussi suivi tous les recrutements en IA qu'il y a eu. Donc voilà, imaginez, hein, si vous étiez déjà chez Meta et que il y a un nouveau qui arrive, qui en plus a récupéré un paquet de 100 millions et qui commence à un petit peu expliquer comment il veut faire les choses, forcément ça crée, je pense, pas mal de tensions en interne. Ensuite, dernière news sur Microsoft, hein, qui est en train de développer ses propres modèles. Donc ils ont annoncé des nouveaux modèles d'IA qui ont été développés en interne. On a MAI1 Preview et MAI Voice 1 qui signalent une volonté de Microsoft de réduire sa dépendance vis-à-vis de OpenAI. Ces modèles, ils sont conçus pour des usages grand public, hein, et ils sont intégrés dans Copilot. J'ai pas encore eu l'occasion de les tester,
Mais on va être honnête, Microsoft, sur la partie développement d'IA de Large Language Model, ils sont clairement pas au niveau des startups comme OpenAI ou Anthropic. Donc déjà qu'ils ont du mal, entre guillemets, à avoir une intégration assez pertinente des modèles d'OpenAI via Copilot. On a souvent, en fait, un ChatGPT un peu diminué quand on passe par Copilot plutôt que par ChatGPT directement, parce que déjà, les fonctionnalités, elles ont toujours un retard. Et en plus de ça, l'intégration que Microsoft propose des modèles d'OpenAI, elle n'est pas toujours incroyable. Et donc il y a souvent un décalage, et donc là les modèles en interne, je doute qu'ils soient forcément potentiellement incroyables. Mais voilà, je les testerai à l'occasion pour vous faire un retour plus précis là-dessus. Mais en tout cas, c'est intéressant de voir que Microsoft essaye de réduire un petit peu sa dépendance vis-à-vis de OpenAI. Pour conclure cet épisode, je voulais absolument vous parler d'une étude du MIT qui a vraiment fait beaucoup de bruit quand elle est sortie. Donc c'est une étude qui s'appelle The GenAI Divide State of AI in Business in 2025. Donc je vous mets le lien en description si vous voulez la voir en entier. Donc l'étude est en anglais, mais bon, vous pourrez toujours l'envoyer dans un LLM si vous voulez avoir un petit peu un résumé de tout ce qu'elle dit. Mais je vous fais un petit résumé de ce que j'ai trouvé intéressant dans cette étude. Donc le premier gros chiffre que vous avez peut-être vu dans de nombreux médias, c'est que 95% des projets IA d'entreprise n'ont aucun ROI mesurable, malgré 30 à 40 milliards de dollars d'investissement. Alors, pour quand même donner un peu plus de précision, cette étude, elle a été faite sur un panel de dirigeants d'entreprise, et donc ils ont anonymisé un petit peu les différentes questions qu'il y a pu avoir, mais faut quand même garder en tête qu'elle se limite, déjà elle a été faite sur 6 mois, donc c'est une durée qui est plutôt courte, et elle se limite quand même à certains nombres d'entreprises, c'est pas quelque chose qui a été complètement fait de façon absolue, mais c'est quand même assez intéressant parce que ça montre que au final, le fait d'avoir lancé des projets IA n'a pas directement eu un impact sur les revenus de l'entreprise. C'est surtout ça quand on parle de ROI mesurable dans ce cas-là, c'est est-ce que vraiment l'entreprise, après ces projets, elle a gagné plus d'argent, est-ce qu'il y a vraiment eu un impact sur vraiment les profits qu'il y a pu avoir dans l'entreprise. Et donc clairement, il y a eu très très peu d'entreprises qui ont réussi avec des projets IA à avoir vraiment des gains. On a au final 5% des outils 5% par contre des entreprises qui, elles, ont réellement réussi à faire des millions grâce à leur projet IA. Mais de l'autre côté, on a ces 95% d'entreprises qui, elles, n'ont pas eu vraiment de retour effectif. Sur les autres chiffres intéressants que cette étude nous donne, elle nous indique que seulement 5% des outils IA personnalisés atteignent la production. Donc ça veut dire que quand l'entreprise décide de lancer son outil de façon personnalisée, au final, c'est que dans uniquement 5% des cas qu'elle y arrive. Au final, 60% des organisations, elles évaluent les différents modèles sans jamais forcément faire de vraies phases de pilote. Ensuite, il y a 20% d'entre elles qui font des phases de pilote et à la fin, on arrive à seulement 5% qui passent le seuil du déploiement en production. Donc voilà, ça montre que lancer des projets IA, c'est pas forcément si simple que ça et que ça consomme beaucoup d'argent et que derrière, souvent, ça atteint très rarement la phase de mise en production. Autre chose intéressante que cette étude nous révèle, les entreprises, elles échouent 2 fois plus souvent quand elles développent en interne plutôt que quand elles passent par des partenaires externes spécialisés dans ce genre de choses-là. Donc quand elles décident de se dire on va développer notre solution en interne, il y a 2 fois plus de chances d'avoir un échec. Et là-dessus, honnêtement, je suis pas forcément extrêmement étonné. C'est vraiment l'expérience que je vois dans les différentes entreprises dans lesquelles aussi je peux travailler et que je peux accompagner sur l'intelligence artificielle. Développer en interne, c'est souvent très compliqué. On n'a pas forcément l'expertise et la bonne compétence, et donc forcément les projets ont plus de chances d'échouer. Ensuite, autre statistique que j'ai trouvé vraiment très, très intéressante, parce que ce fait de pas avoir le ROI de façon mesurable, c'est vraiment la grosse information qui est ressortie de cette étude, mais il y a d'autres informations que je trouve très pertinentes qui sont ressorties de cette étude, et notamment celle-ci, c'est que 90% des employés utilisent déjà l'intelligence artificielle, en tout cas, quand je parle d'intelligence artificielle, dans ce cas-là, je parle de LLM personnel, donc de chatbot, tout ce qui est ChatGPT, Claude, Gemini, etc. 90% des employés ont déclaré utiliser ces chatbots, contre seulement au final 40% des entreprises avec des licences officielles. Donc pareil, dans les entreprises qui ont été interrogées pour cette étude. Donc ça vous montre aussi que l'étude a certaines limites, puisque il y a uniquement les entreprises qui ont voulu répondre à l'étude déjà qui font partie du panel, et les statistiques sur l'adoption de l'IA de façon générale et plus globale ne montrent pas une adoption aussi grande. On n'a pas aujourd'hui 40% des entreprises qui ont des licences d'IA générative. Mais en tout cas, là dans le panel, on avait 40% des entreprises qui avaient pris les licences officielles, donc du Copilot, du ChatGPT ou autre. Et donc parmi ces entreprises, au final,
90% des employés déclaraient utiliser l'intelligence artificielle pour un usage professionnel. Donc ça veut quand même dire que la majorité des employés utilisent l'IA pour leur travail sans tout simplement de licence officielle. Hein. Donc ça veut dire qu'on est clairement sur ce qu'on appelle du shadow AI, donc des personnes qui utilisent l'intelligence artificielle pour leur travail, mais sans passer par toute la structure hein, qu'on peut avoir dans le département de l'informatique. Et donc ça veut dire que derrière, il y a un vrai risque pour ces entreprises-là, parce que comme je vous l'ai dit un peu plus tôt sur Claude, hein, Claude va maintenant typiquement utiliser les données pour entraîner son modèle. Et là, s'il y a un usage professionnel, c'est pas génial, hein. On se retrouve à envoyer les données de l'entreprise à des entreprises qui peuvent derrière utiliser tout ça pour leurs données d'entraînement, donc il y a quand même un véritable risque là-dessus, il y a un vrai sujet justement pour que les utilisateurs qui eux ont vraiment adopté entre guillemets l'IA puissent transférer un petit peu tout ça en véritable retour sur investissement pour l'entreprise. Et justement cette étude elle nous dit également qu'il y a un écart énorme entre les usages individuels et l'adoption d'entreprise. En fait les employés ils ont vraiment eu une adoption massive des outils IA, mais par contre du côté des entreprises ça prend beaucoup plus de temps et donc les employés qu'est-ce qu'ils font? Ils contournent. Et donc quand on a une intelligence artificielle en interne qui n'est pas suffisamment performante, et les employés ne l'utilisent pas et ils utilisent plutôt leur compte personnel, un ChatGPT ou autre. Et d'ailleurs, les employés ils préfèrent ChatGPT et leur ChatGPT à eux, personnel, même quand l'entreprise a investi des fois jusqu'à 50 000 $ pour des outils spécialisés, parce que tout simplement ça marche mieux. Et donc ça c'est toujours quelque chose à garder en tête qui est très important. Et voilà, le plus important c'est d'avoir quelque chose qui marche forcément. Si on n'a pas tout de suite quelque chose de fonctionnel, l'intérêt il est très réduit. En tout cas, les obstacles que cette étude révèle, c'est que les outils souvent ne s'adaptent pas et qu'ils n'apprennent pas, et donc ça fait qu'au final on n'a pas un vrai bon retour sur investissement. Les utilisateurs au final ils abandonnent les outils d'entreprise car ils sont souvent trop rigides et qui sont souvent mal alignés avec les workflows et les processus qu'il peut y avoir en interne. Il y a aussi un véritable manque de formation des équipes sur ces outils IA, et donc ça fait que du coup ces outils ne sont pas correctement utilisés. Et donc si jamais, là je fais un peu ma promotion, mais si jamais justement vous êtes dans ce cas-là, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, puisque justement moi je m'occupe de former et d'accompagner les équipes pour qu'elles puissent avoir un vrai retour sur investissement et de véritables quick wins grâce à des outils d'IA générative, des LLM comme ChatGPT, Claude, etc. mais avec justement toute une structure qui vous permet de les intégrer dans vos processus existants pour que ce soit pertinent. Et c'est justement aussi un des points que cette étude a remonté, c'est que le fait qu'on ajoute des outils comme ça d'IA générative mais sans forcément former les personnes, ça fait que derrière on n'a pas un vrai impact, un vrai bon ROI. L'autre chose que l'étude a pu montrer, c'est que les organisations qui réussissent forment leurs équipes à évaluer les outils sur des critères business et pas techniques, qu'il y a un besoin critique de formation sur l'IA et de responsabilisation sur la sécurité de ces données, et justement que les personnes qui sont vraiment engagées dans l'utilisation de l'IA, ça devient des champions de l'IA, et ça permet d'avoir des déploiements aussi réussis. Donc si vous avez des personnes qui elles sont vraiment très investies, c'est bien aussi de travailler avec elles justement pour qu'elles fassent la promotion auprès des autres équipes dans l'entreprise. Donc voilà, c'était je trouve un point très intéressant, cette étude, je la trouve assez intéressante, et c'est vrai que c'est compliqué d'avoir des informations pertinentes sur l'intégration et l'usage de l'IA. Donc forcément quand on travaille dedans, nous on a un petit peu un sentiment de comment ça se passe sur le marché, mais on n'a pas non plus une vision totale, et on n'a pas le temps de faire des études aussi poussées que cette étude du MIT. Et donc c'est bien un petit peu de voir que c'est pas le miracle, et que intégrer des projets d'IA qui fonctionnent, c'est pas si simple que ça. Mais quand même ce qui est intéressant, c'est que dans les 5% qui eux y arrivent, ils ont vraiment des résultats qui sont extrêmement impressionnants. Donc voilà, faut se dire que pour l'instant la majorité des entreprises n'ont pas réussi à atteindre ce niveau-là, mais par contre le peu d'entreprises qui ont réussi à le faire, elles arrivent derrière à avoir un réel gain. Donc voilà, si vous voulez plus de détails sur les études, n'hésitez pas à regarder le petit lien que je vous aurais mis en commentaire. Et sinon, on se retrouve en pleine forme la semaine prochaine, où je serai accompagné très probablement d'invités. Je suis en train un petit peu de voir comment je vais encore m'organiser, puisque la semaine prochaine, on arrivera au 100e épisode. Donc voilà, j'essaierai de faire un truc un petit peu spécial pour fêter tout ça. Allez, d'ici là, prenez soin de vous, et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!